Et si, en ce début d'été si particulier, nous parlions de masques dans Blow Up? Car des masques au cinéma, il y en a. Des masques que l'on met dans Fantomas, ou qu'on enlève dans le dernier de la liste. Des masques en dur dans L'Homme au masque de fer, ou en mou dans L'Heure du loup. Des masques élégants dans Au revoir là-haut, ou moins élégants, enfin quoique, dans Le silence des agneaux. Des masques comiques dans Diamant sur canapé, ou tragiques dans Elephant Man. Des masques bon enfant dans Un monde parfait, ou moins bon enfant dans Les garçons sauvages. Des masques à l'unité dans Saw, ou par centaines dans V pour Vendetta. Des masques dans la rue dans Assassination Nation, ou au musée dans Les statues meurent aussi. Des masques en entier dans La Pielle qui habite, de moitié dans Le fantôme de l'opéra, ou au tiers dans Wonder Woman. Des masques verts dans The Mask, rouge dans Nuit rouge, noir dans Le chanteur inconnu, blanc dans Twin Peaks, ou noir et blanc dans Watchmen. Now the whole world stands on the brink. Des masques musicaux dans Phantom of the Paradise, ou dansants dans Zatoichi. Bref, des masques au cinéma, en veux-tu en voilà. De quoi, bien évidemment, faire un petit point sur la question. Alors commençons par l'actualité, c'est-à-dire par ces fameux masques chirurgicaux que l'on retrouve bien sûr dans le bloc opératoire pour des interventions sous haute tension, comme dans Les yeux sans visage, avec une pauvre innocente bientôt sans visage, et Pierre Brasseur et Alida Valli, le visage caché sous le tissu. Mais ces masques chirurgicaux sont aussi aujourd'hui portés dans la rue pour se protéger des virus, comme le montrait déjà Steven Soderbergh dans le prophétique Contagion. Sinon, l'utilisation du masque chirurgical a parfois été détournée au cinéma, en tous les cas par Al Pacino, pour visiter un atelier illicite dans Panic à Needle Park, ou par Joaquin Phoenix, pour les mêmes raisons dans La nuit nous appartient. Sinon, pour commettre un forfait, le masque chirurgical peut aussi être utile, comme le savent bien Richard Crenna et ses collègues dans Un flic de Jean-Pierre Melville. C'est un hold-up, personne ne bouge. Mais à part ça, et bien plus festif, le masque est évidemment un élément important du carnaval, à Venise en ouverture du Casanova de Fellini, ou à Rio dans Orfeo Negro de Marcel Camus, sans oublier le carnaval de Nice, documenté ici par Jean Vigo dans son court-métrage à propos de Nice. Sinon, la fête des morts à Mexico est un haut lieu de masques en tout genre, et ce n'est pas Daniel Craig James Bond, en ouverture de Spectre, bien caché derrière son masque mortuaire, qui nous contredira. Mais encore, après les carnavals, les bals masqués, qui sont pléthores au cinéma, en noir et blanc dans Judex, ou en couleur dans La Panthère Rose, en plan large dans Peau d'âne, ou en plan plus rapproché dans Ridicule, des bals masqués fastueux dans Marie-Antoinette, ou plus modestes dans Les vacances de Monsieur Hulot, avec toujours la drague, timide, derrière le masque, comme dans Gilda avec Glenn Ford et Rita Hayworth. Sinon, dans ces bals masqués, le quiproquo est fréquent, surtout avec Louis de Funès dans La Zizanie. Enfin, dans ces bals masqués, souvent la présence d'un invité mystère, notamment dans Le masque de la mort rouge de Roger Corman, avec cette étrange silhouette masquée qui s'invite au bal donné par Vincent Price et qui va se révéler, bien évidemment, de mauvais augure. A costume I haven't seen before, someone wearing red, and I forbade them to wear red. Come. Mais à part ça, puisque nous parlons de fête, il se trouve que certaines parties masquées se révèlent parfois plus délivrées, notamment dans les campus américains, dans Les lois de l'attraction de Roger Avary, ou dans Une maison close de la fin du XIXe siècle, dans L'Apollonide de Bertrand Bonello. Sinon, certains comme Emmanuel Seigné et Peter Coyote dans Lune de fiel préfèrent l'intimité du foyer pour s'adonner à leur jeu érotique avec masque. Mais cela dit, attention au désir masqué, car il peut parfois révéler de mauvaises surprises, comme s'apprête à le découvrir cette jeune future victime en ouverture d'un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez, ou comme s'apprête à le découvrir Rachel McAdams dans Le Passion de Brian De Palma. Mais encore, justement, la mort qui est immanquablement liée au masque. C'est le masque du père dans Amadeus qui semble revenir d'entre les morts pour commander à Mozart un requiem. I don't have it yet.
ou c'est le masque que porte Edward Norton, alias le roi Baudouin IV de Jérusalem, dans Kingdom of Heaven, qui cache sous son masque la lèpre au travail, ou c'est encore le masque en ouverture de Jade, de William Friedkin, témoin de la violence d'un meurtre hors champ. Et puis évidemment, on donne la mort au cinéma en portant un masque ancestral, prêt pour la vengeance, dans le masque du démon de Mario Bava, ou moins lointain, un masque très Edvard Munch dans Scream, mais aussi un masque de hibou pour intensifier les mises en scène macabres dans Bloody Bird, ou encore un masque de hockeyeur, celui de Jason dans Vendredi 13, ce qui n'empêche pas de recevoir quelques coups sévères. Sans oublier les masques presque humains en pleine rue dans American Nightmare, ou le masque cette fois vraiment humain de Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse. Mais finalement, les masques les plus impressionnants restent peut-être ceux tout blancs de Michael Myers dans Halloween de John Carpenter, ou du tueur de 6 femmes pour l'assassin de Mario Bava, encore lui, surface immaculée sur laquelle se projettent toutes les peurs. Mais encore, eh bien le masque est évidemment bien pratique pour d'autres actes illicites, comme le kidnapping d'un enfant pour Tilda Swinton dans Julia d'Eric Zonka, mais plus encore pour le hold-up, avec là aussi de multiples possibles, des masques de mort dans The Town, ou des masques de clown dans The Dark Knight, ou encore des masques de président américain, il fallait y penser, dans Point Break de Catherine Bigelow. Sinon, si l'on n'a pas de masque, un bas peut suffire, en tous les cas pour Nicolas Cage dans Arizona Junior. Mais attention aux maladresses, comme celle inévitable de Pierre Richard dans Les Fugitifs. Enfin, terminons ce tour d'horizon par les troubles identitaires intrinsèquement liés au masque. Déjà, toute la mythologie des super-héros, leur identité secrète, leur double vie, repose sur le masque, par exemple celui de Bruce Wayne Batman. Sinon, les espions, eux aussi, avec leur goût des identités secrètes, doivent en passer par une certaine maîtrise du masque, comme Tom Cruise dans le premier Mission Impossible, ou comme ses ennemis, ici Douglas Scott dans le deuxième Mission Impossible. Sinon, puisque nous évoquons Tom Cruise, n'oublions pas sa perdition dans Vanilla Sky et ce masque blanc qui la synthétise. Tout comme le héros de Breather, de George Romero, qui se retrouve un matin sans identité et sans visage. Et puis le masque porté par une jeunesse déboussolée, dans une Samaritaine désertée, dans le Nocturama de Bertrand Bonello, encore lui. Ou tiens, dans Donnie Darko, ce fameux dialogue qui pourrait presque résumer à lui seul les troubles de l'adolescence. Why you wear that stupid bodysuit? Et puis, toujours dans cette idée de trouble identitaire, collectionner les masques n'est jamais au cinéma un signe de bonne santé mentale, en tous les cas pas pour le collectionneur Michael Redgrave dans Le Secret derrière la porte, ni pour le collectionneur Leonardo DiCaprio alias Edgar Hoover dans J. Edgar, et encore moins pour le collectionneur Patrick Fleischer dans Under the Silver Lake. Johnny Depp next to Grace Kelly. Enfin, puisque nous parlons de dualité et de masques, évoquons pour finir le théâtre et les comédiens, pour des masques sans masque, avec Joaquin Phoenix dans Joker, ou des masques sur scène par dizaines dans le Molière d'Ariane Nouchkine, De sang mêlé de larmes. Des masques de théâtre sur lesquels a beaucoup joué Ingmar Bergman, notamment dans Persona, qui signifie en latin le masque, comme le masque social que porte Liv Ullmann et qui la plonge dans le mutisme, mais aussi dans le rite, toujours de Bergman, avec des comédiens masqués qui rejouent en huis clos leurs pièces interdites face à leurs censeurs. Enfin, en Asie, bien sûr, le théâtre a toujours été intimement lié au masque, dans le théâtre Bianlian, comme on peut le voir dans Le Roi des Masques de Wu Tianming, à l'Opéra de Pékin également, comme on peut le voir dans Adieu ma concubine de Chen Kaig. Enfin, les masques japonais du théâtre No infusent l'histoire du cinéma. On en offre en cadeau dans Le Grondement de la montagne de Mikio Naruse,
où ils sont portés par des esprits vagabonds dans Onibaba de Kaneto Shindo, ou encore bien sûr dans Le Voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki. Bref, si on ajoute les masques de poupées dans La Rue des Crocodiles des frères Coué, et ces mêmes masques repris par Terry Gilliam dans Brasil, si on ajoute les masques du Ku Klux Klan ajustés dans Black Klansman, et les masques du Ku Klux Klan moins ajustés dans Django Unchained, mais aussi le masque sous l'eau de Tree of Life, le masque dans le ciel de Zardoz et le masque sur la planète Mars de Mission to Mars, on peut dire que les masques sont au cinéma partout, surtout si on n'oublie pas le masque de soudeur de Jennifer Beals dans Flashdance, le masque de catcheur dans OSS 117 Rio ne répond plus, mais aussi les masques à gaz dans Virgin Suicides, ou le masque de cire dans La Maison de cire, ou encore le masque à oxygène de Dennis Hopper dans Blue Velvet, le masque de plongée de Richard Dreyfuss dans Les Dents de la Mer, le masque de vie de Christian Bell dans American Psycho, et enfin le masque de nuit d'Audrey Hepburn dans Diamant sur canapé. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti, wake up, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des plus grands masques de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, revenons aux bals et autres cérémonies masquées au cinéma, car s'il y en a quelques-unes, comme celle-ci, plutôt bizarre dans The Wicker Man, à laquelle nous n'aurions pas vraiment aimé être conviés, il en est d'autres auxquelles nous aurions beaucoup aimé participer, et plus particulièrement le bal masqué de Monsieur Arcadin d'Orson Welles, pour écouter les histoires légendaires du maître, puis pour porter un toast avec lui. No, not a speech. Proposing a toast. In Georgian style, Luigi. How did you recognize me? I know you. Your glasses are friends. In Georgian toast, a little story always comes first. I had a dream. I found myself in a graveyard where all the tombstones were marked in a curious way. 1822, 1826, 1930, 34, always like that, always a very short time between birth and death. In the graveyard was a very old man. I asked him how it was that he had lived so long when everyone else in his village had died so young. But no, he told me this. Not that we die early, it is just that here on our tombstones we do not count the years of a man's life, but rather the length of time he's kept a friend. Let's drink to friendship. Notre numéro 4 est une évidence, la série Star Wars de George Lucas, et plus précisément la prélogie tant décriée. Alors certes, la menace fantôme, l'attaque des clones et la revanche des Sith sont parfois pénibles à regarder, mais cette prélogie se conclut tout de même par cette scène qui nous donnera toujours des frissons, le parallèle entre la mort de Padmé et la disparition d'Anakin Skywalker, le parallèle entre la naissance de Luke et Leia et la naissance de Dark Vador. Is it her, Oido? Luke. Oh, Luke. Uba. 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 Is it her, Oiga? It's a dove.
Notre numéro 3, Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick bien sûr, et plus précisément la soirée très privée à laquelle se rend Tom Cruise pour quelques scènes envoûtantes portées par la musique glaçante de Ligeti et par des masques vénitiens à la beauté tout aussi glaçante. Please, come forward. Notre numéro 2, curieusement, en 10 ans de blow-up et plus de 1000 sujets, nous n'avions encore jamais cité l'une de nos scènes préférées, issue de l'un de nos films préférés. Cela se passe au milieu du Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville, le hold-up avec des masques noirs très élégants, Yves Montand au centre, tireur d'élite, dont la précision du tir déterminera la réussite du hold-up, alors un trépied pour rassurer ses collègues, sauf que Yves Montand va soudainement en décider autrement, sans aucune raison logique, sinon la fulgurance, le panache, la beauté du geste. Enfin, notre numéro 1 n'a peut-être jamais été autant l'évidence de l'évidence, Les yeux sans visage de Georges Franju, car au questionnement fameux de Jean-Paul Belmondo dans Pierrot le Fou, j'ai toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma, eh bien Georges Franju apporte dans Les yeux sans visage une réponse toute simple et toute belle. Regardez l'innocente Edith Cobb derrière son masque déambuler dans sa grande demeure comme si elle découvrait le monde, sur la musique éternelle de Maurice Jarre.
rentre à la maison.